Les amis, bonjour, bienvenue sur TVADP dans l'émission Votre Santé. Nous sommes le lundi 21 juillet 2025 et on fait une émission qui est un peu prise au dépourvu, on va dire. Il y a 2 jours à peine, elle n'était même pas prévue, mais urgence nécessite qu'on fasse un peu de place pour en discuter et en discuter avec des personnes qui sont compétentes dans ce domaine et qui vont pouvoir non seulement nous éclairer, mais nous dire ce qu'il faut faire et ce qui a déjà été entrepris pour essayer de contrecarrer ce qui nous tombe sur la figure. C'est notamment le règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé. Vous en avez déjà souvent entendu parler, mais une date butoir est passée, c'est celle du 19 juillet 2025, où auparavant, avant cette date, les États devaient dire si oui ou non ils étaient d'accord. Et comme vous vous en doutez bien, dans nos pays occidentaux dont les gouvernants sont à la botte de plus puissants qu'eux, eh bien, il n'y a pas eu d'opposition, ce qui fait que ça met notre santé au détriment d'une constitution qui commence à être juridiquement contraignante à l'égard de tous les États partis, notamment les 194 États membres de l'OMS. On a su il y a quelques jours que les États-Unis, sous la direction de RFK Junior à la santé, avaient fait opposition à ce RSI, que l'Italie de Meloni également, euh, mais ça reste des exceptions. Le règlement sanitaire international, je vous rappelle, ça définit le cadre juridique international pour prévenir pardon, la propagation internationale des maladies et y réagir. Il faut dire que la propagande médiatique était très forte pour nous empêcher d'y voir clair. Le RSI, c'est un instrument de droit international qui est, donc je le disais, contraignant. La date du 19 juillet est passée, on n'en a pas vu l'ombre d'une déclaration quelconque dans nos médias de grand chemin. Ceci étant, en sous-main, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui se mobilisent, des citoyens, et je vais les faire intervenir d'emblée. Tout d'abord, il y a de nouveau dans cette émission, c'est d'abord Noël Lapierre. Bienvenue Noël. Alors je vous dis tout de suite, on va tous se tutoyer. Il y a quelques jours, on se vous voyait. Mais finalement, on s'est dit que dans la situation actuelle, on n'avait rien contre un tutoiement et ça fait même beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus amical. Et dans cette opposition à ce que nous donnent ce que nous exigent nos dirigeants, l'amitié, ça compte énormément. Donc, bienvenue à toi, Noël Lapierre. Tu es un citoyen engagé. Tu es porte-parole franco-allemand, tu vas nous expliquer ce qu'il en est. Tu es aussi président d'association, tu es quelqu'un d'autodidacte, agriculteur retraité, et surtout, tu ne te laisses pas démonter par tout ce qui nous arrive et tu as bien l'intention de contrecarrer le géant qui s'annonce devant nous. Avant de te laisser finir cette présentation, on va faire intervenir aussi également Thierry Gilles, qui est également à nouveau dans cette émission. Bienvenue Thierry. On est en contact depuis très longtemps sur les réseaux sociaux ensemble. Tes éclairages sur les modes de détoxification Covid m'ont beaucoup apporté et continuent de le faire. Même si honnêtement, je t'avoue, je ne comprends pas tout. J'ai affaire devant moi à un scientifique, moi je ne suis qu'un médecin, il y a encore un chirurgien. Mais ça me fait plaisir de pouvoir t'accueillir dans cette émission. Tu travailles depuis très longtemps, tu pourras nous expliquer ce qu'il en est et ton parcours. Et puis peut-être aussi nous donner des nouvelles de nos amis communs, Guillaume et Sébastien de Nextdoor. Et apparemment, on va faire venir aussi quelqu'un qui a son rond de serviette chez nous, qui a une grosse expérience également de l'OMS, c'est le docteur Astrid Stuckelberger. Bienvenue à toi Astrid. Merci Eric, bonjour à tous, bonjour Noël, bonjour Thierry. Alors, je vais vous laisser juste continuer et compléter la présentation que je vous ai faite, Noël, Thierry, éventuellement aussi Astrid, puis après on va écouter une déclaration récente de Robert Kennedy Jr. Noël. Déjà, merci à Eric Montana et toute l'équipe d'ADP TV. Merci à Eric Loridan. Je remercie aussi, je suis désolé, je vais passer devant toi, apparemment, Astrid. C'est pas tout à fait la même valeur, d'habitude on dit déjà les femmes. Et merci aussi à Thierry pour votre spontanéité, pour aujourd'hui la réaction que vous avez eue par rapport à ce qui se passait au niveau de l'OMS, au niveau du RSI, au niveau de toutes ces choses-là. Donc, c'était important que ce courrier-là parte au plus tard, donc le vendredi 18 juillet à minuit. Donc, une énorme réaction d'Astrid et de tout le collectif qu'elle représente.
Pour en dire un peu plus rapidement sur moi, je suis coordinateur et porte-parole franco-allemand. Mon père était chef FFI d'engagé de la première division française libre. Donc, il faut savoir que les FFI aujourd'hui sont toujours existants. Ils ont été intégrés dans l'armée française. Donc, les FFI, en fait, c'est nous tous. Et c'est important. Et donc, au travers de ça, petit à petit, on a eu des actions depuis déjà quelques années pour essayer de regrouper les populations, pour essayer d'amener à une union. Et on était confronté à une difficulté qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est-à-dire énormément de divisions. On a affaire à des gens où il y a beaucoup d'égocentrisme, pas forcément volontaire par rapport à ce qu'ils font, mais en tout cas, ça reste des choses qui sont divisantes, mais en même temps divisantes, mais en même temps opposantes. Alors aujourd'hui, on a compris que on avait des ennemis communs et qu'en fait, ils ne reculeraient devant rien pour nous soumettre. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont en train de s'unifier et j'ai rejoint au travers de ça, en tant que président d'un mouvement politique de paix, le MPI7, j'ai rejoint cette alliance-là il y a à peu près 1 an et demi. Et petit à petit, on a commencé à faire connaissance, à poser des actions. Et on a compris qu'en fait, on était des personnes qui étions sur un chemin d'éveil assez prononcé. Ça, c'était très significatif. Et aujourd'hui, on voit que les personnes qui sont moins dans leur ego, sont le moins dans leur ego aujourd'hui, ce sont des gens qui sont sur un chemin d'éveil spirituel. Donc, c'est pas tout, mais c'est une chose essentielle qui va permettre aujourd'hui un point de bascule vers ce qu'on pourrait appeler un nouveau paradigme avec des valeurs de respect, de bienveillance, et puis surtout de ramener la paix. Donc, c'était ça aujourd'hui une des motivations et l'Alliance a réussi à le faire. Et c'est au travers des actions qu'on menait, de rencontres, d'invitations, certaines invitations, que j'ai rencontré des personnes comme Astrid Stuckelberger, qui a tout de suite eu des réactions très favorables de coordination et surtout de communication. C'est ça qui fait cette force-là. Aujourd'hui, elle a aussi des collectifs un peu partout dans le monde, au niveau international. On a tout de suite compris que si on restait seulement sur la France, on serait extrêmement limité, d'où l'intérêt, puisque c'est un combat qui est bien au-delà de nos petites personnes, c'est un combat qui est devenu international. Alors c'est un combat déjà à l'intérieur de soi, parce que c'est déjà un combat à gagner à l'intérieur de soi, pour petit à petit comprendre que si de toute façon on n'arrive pas à s'unir, si on n'arrive pas à communiquer, si on n'arrive pas à communiquer pour le bien de tous, et que ça, c'est pas mis en avant, et que en fait tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est réussite, tout ce qui est richesse, ça doit être secondaire. Mais beaucoup de gens en fait sont en recherche de pouvoir, sont en recherche de richesse, sont en recherche de reconnaissance, même si nous quelque part aussi dans ce qu'on fait on peut avoir ça, mais en tout cas c'est pas le cheval de bataille. C'est extrêmement important. Moi, ce que j'inviterais à faire, et le travail colossal des personnes qui sont présentes ici, donc Éric Loridan, de citer aussi, et Astrid Stuckelberger, Thierry Gilles, d'autres personnes qui sont de tout le domaine de la santé scientifique sont en train de se coordonner. On peut rattacher tout le domaine de l'armée et les personnes qui sont ici sont au courant de ce qui se passe. Il faut bien que vous compreniez, ceux qui nous suivent, on ne peut pas dire tout sur tout. Parce que ceux qui prennent des risques pour l'instant, c'est nous. Même si on a des discours de paix, même si on ne se laisse pas faire, on est en train de poser des actions concrètes et réelles sur le terrain, mais surtout des actions de communication et de coordination. Et ça, c'est très nouveau, très important. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc, ce que je vous invite à faire, pour rapidement citer ce qui s'est passé vendredi, et je ne vais pas aller sur ce terrain-là, je pense qu'il y a des personnes qui sont largement plus compétentes que moi pour en parler, c'est tout simplement d'aller sur le site du CISDAJ, Confédération internationale des syndicats des droits de l'homme et de la justice, et vous aurez les liens pour tout simplement télécharger en français et en anglais la lettre type que vous allez pouvoir copier et envoyer à toutes les instances de l'OMS. Il y a 40 mails qui sont identifiés. C'est à vous de faire les démarches. C'est à vous aujourd'hui de prendre cette occasion-là pour créer encore plus une union dans ce que nous, on a retrouvé au sein de l'Alliance Worldwide Freedom. Ensuite, la deuxième chose que vous aurez en allant sur ce site-là, c'est tout simplement la lettre solennelle à rédiger que vous pourrez joindre à vos courriers. Si vous inondez les organismes qui ne sont pas élus, donc qui n'ont pas plus de légitimité que nous quelque part,
parce que nous, on est représentatifs aussi dans notre milieu, et surtout, on fait converger ces choses-là en commun entre nous, et on devient ce qu'on appelle un contre-pouvoir légitime, qui va se servir, en fait, de la Constitution, des droits humains, enfin, dans tout ce qui était mis en place au niveau de la planète, pour reconnaître les droits de l'humain, et surtout, je dirais, de la femme et de l'homme. Et donc ça, c'est extrêmement important que vous compreniez ce qui est en train de se passer, et au travers de ça, que vous rejoigniez cette alliance-là. Ce que nous avons à faire, je suis désolé, aujourd'hui, il faut dire les choses comme ils sont. Nous, en fait, dans ce qu'on fait dans nos vies, on a peut-être fait des erreurs, mais arriver à rentrer dans un système où on a compris que c'était de la corruption et du blanchiment d'argent et des choses de toutes sortes dans ce sens-là, c'est qu'à un moment donné, on a le droit et on a le devoir d'en sortir et de dire on n'est plus d'accord, qu'on dénonce ou qu'on dénonce pas. Mais en tout cas, quelqu'un aujourd'hui qui fait partie de l'Assemblée nationale, du Sénat ou des institutions comme l'OMS et qui veut imposer des choses aux populations, nous sommes en devoir. Et c'est ce que nous avons fait en suivant le déclenchement qu'a fait Astrid et quelques personnes de son domaine, en suivant cette action-là. Parce que si on ne l'avait pas fait, on devenait complice de ce qu'on dénonce. Alors toutes les personnes, tous les groupes aujourd'hui qui ne veulent pas se coordonner, quelque part, en continuant à diviser et empêchant cette union-là, quelque part, ils deviennent complices. Alors quand on est complice de quelque chose et qu'on ferme les yeux, il ne faut pas s'attendre à autre chose, il ne faut pas s'attendre à ce que le système va changer. Moi, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire. Je voudrais seulement rajouter une chose pour ceux qui se sentent concernés par l'éveil spirituel. On vous propose d'être des étincelles vivantes au service de ce monde qui s'éveille. C'est tout simplement, je vais en rester là-dessus. Je vous remercie à tous de votre écoute et surtout de votre réactivité. Et je sais l'énorme travail que font les personnes qui sont présentes. Pour certains, vous dormez très peu, mais vous avez quelque chose au fond de vous qui vous permet de bouger jour après jour. Et c'est une foi qui est énorme. Merci de votre écoute et de votre participation à cette émission. Merci Noël. Tu as bien fait de préciser qu'on était dans une situation de combat spirituel, parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui va toucher Astrid, avec qui on a déjà parlé dans plusieurs émissions. J'ai mis en lien sur Telegram, je pense qu'Éric Montana va pouvoir le récupérer et le mettre en dessous, la bannière, le lien pour le CISDHJ, notamment sur l'onglet avec le refus des amendements illégaux au règlement sanitaire international. Thierry, est-ce que je peux te présenter quelques instants? Puis, alors, si je ne donne pas tout de suite la parole à Astrid, c'est parce qu'Astrid s'est déjà présentée plusieurs fois dans les émissions et qu'elle est mieux plus connue que vous. C'est pour ça que je souhaitais, c'est pas du défaut de galanterie, bien au contraire, elle le sait, mais je souhaitais que les nouveaux venus puissent être les premiers à se présenter. Thierry. Oui, super. Oui, voilà. Bonjour, donc je suis Thierry Gilles, je suis diplômé vétérinaire. J'ai un parcours un petit peu différent parce qu'en fait, je suis resté 2 ans de plus à l'école vétérinaire à la fin de mes études pour, approfondir ce qu'on appelle la médecine interne. C'est la partie de la médecine qui cherche à comprendre les désordres des organes. Et à l'époque, dans les années 90, nous avions très peu de moyens. De temps en temps, on avait la chance de pouvoir accéder en douce à un scanner, par exemple, mais c'était à l'hôpital et il fallait surtout pas le dire. Donc on s'est servi de nos petits moyens, dont fait partie le microscope. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que dans ma pratique quotidienne, donc là je suis vétérinaire retraité, mais toute ma vie, le microscope a été à côté de moi. Et ça a changé cette, retraite qui aurait pu être, plus classique. Parce qu'en fait, quand monsieur Macron a décidé de réquisitionner les vétérinaires pour aller injecter ce cette injection génique curieuse là, ben, moi, j'ai un peu de caractère, donc si il m'explique pas exactement ce qu'il y a dans le flacon, je n'irai jamais injecter un être humain, quel que soit le montant qu'il me paye. Et là, ma vie a changé parce que j'ai cherché à comprendre la composition des fioles et là, évidemment, je suis tombé sur des tas de problèmes plus complexes les uns que les autres. Les nanoparticules, par exemple, qui est l'emballage, qui contient la partie de l'information génétique, ces nanoparticules n'avaient jamais été injectées à un être vivant.
Donc déjà, vous dites: «Ah ouais, celui qui fabrique ces nanoparticules lipidiques disait bien: "Attention, cette petite chose que je vous vends, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais ça vous sert à modifier génétiquement des cellules en culture et je dégage toute responsabilité si vous injectez mon produit à un être vivant"». Donc dès le début, en allant sur le site de Sinopec, qui est fabricant de ces nanoparticules, j'ai compris qu'il y avait quand même un gros problème. Personne n'avait jamais injecté ça à un être vivant. Et la suite, bah, vous la connaissez plus ou moins, mais je suis rentré dans le détail exactement du travail de gain de fonction. Gain de fonction étant un travail, militaire, en fait, qui consiste à rendre une protéine plus dangereuse en la modifiant, en insérant des parties dangereuses, toxiques. Donc en fait, assez rapidement, j'ai compris que cette protéine spike avait été construite comme une arme et une arme polyvalente qui a plusieurs potentialités toxiques, plus dangereuses les unes que les autres. Et à ce moment-là, quand ils ont dit: «On va faire le vaccin avec ça», j'ai cru là, je sais pas, je j'arrivais pas à dormir, en fait. Et donc je suis rentré dans la recherche alors voilà, une fois qu'on a compris qu'il y a un problème qui va arriver, qui va être potentiellement énorme et qu'on sait les effets délétères de cette protéine, on a une idée de ce qu'il va falloir faire pour contrer, parce que moi je suis, bon, normalement je soigne mes animaux, mais là visiblement il y avait un enjeu qui me dépassait largement, qui était: il va falloir aider les humains. Ça, cette fois-là, ça je sors de mon cadre parce que je sais ce que c'est, tous ces éléments, enfin j'ai une idée des éléments thérapeutiques qu'il va falloir employer. Et assez rapidement, on s'était rendu compte que la NAC, par exemple, était quelque chose qui pouvait être intéressante. Donc en fait, à partir de ce jour, il y a donc plus de 4 ans, je me suis axé sur les solutions thérapeutiques à apporter aux victimes qui allaient arriver et qu'on voit aujourd'hui. Et dans mon parcours, il y a eu un événement particulièrement dramatique, c'est que mon beau-frère, à qui j'avais bien conseillé de ne pas faire ces injections, et les a faites. Je dis pas que c'est ça qui l'a tué, mais enfin, en tout cas, il est pas revenu de son voyage en Afrique. Enfin, il est revenu dans un cercueil, plus exactement. Et là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que l'interne qui l'a soigné m'a bien dit qu'il y avait plus rien qui circulait, que le sang circulait plus. Donc il y avait des thromboses massives. Or, mon beau-frère était sous anticoagulant parce qu'il avait des stents. Donc ce jour-là, fin 21, je sais qu'on a un problème de coagulation inexplicable, incompréhensible. Ce n'est pas possible de mourir de thrombose sous anticoagulant. Donc j'ai cherché tout seul dans mon coin, parce que c'est plus raisonnable, à comprendre c'est quoi un caillot qui n'est pas un caillot, mais qui tue. Et maintenant, il y a des gens qui sont en danger parce que ces caillots ne sont pas des caillots, mais ce sont des polymères, ce sont des polymères protéiques, d'après ce que j'ai compris. Parce qu'il y a quand même quelques personnes qui ont eu le courage de les analyser. Le professeur Burkhardt, qui est un des leaders européens, a eu le courage d'autopsier des vaccinés décédés et aussi il a pu analyser, j'ai trouvé un fichier où il décrivait bien qu'il y avait plus de 157 protéines différentes dans ces caillots élastiques que les gens comparent à des calamars, donc qui ne sont pas des caillots et que les médecins voient quotidiennement, dans certains cas dramatiques plus ou moins, mais parfois et encore aujourd'hui. Et voilà, donc une fois compris, grâce à NextDose, parce que à ce moment-là, le microscope m'a rapproché de NextDose parce que, Sébastien était dans son camping-car avec son microscope à regarder ce qu'il fallait pas regarder et il en paye le prix fort parce que là, il est vraiment en danger actuellement parce qu'il a fait des AVC très suspects, il avait du graphène dans son sang, on sait qu'il est vraiment ça fera partie des héros de cette, phase de la guerre qui nous est menée parce qu'il fallait oser regarder le contenu des fioles et le sang humain qui se dégrade, qui est altéré. Et là, une fois compris que c'est multifactoriel, j'avais ces images en tête, on n'arrivait plus à dormir, hein. Steve et moi, on était vraiment choqués de voir des choses bizarres dans le sang
Et là, le réflexe de clinicien veto, c'est qu'en général, on est tout seul. À l'hôpital, c'est pas pareil et chacun a une spécialité, est très, très pointu dans son domaine et après, pour le reste, il délègue, quoi. C'est l'autre qui va être très fort en néphrologie et cetera. Parce que bon, moi, je suis tout seul, voilà et à la fin, s'il faut opérer, c'est moi qui vais opérer aussi, quoi et si je me rate, il y a tout qui va rater. Mais si je me rate, je vais autopsier, je vais essayer de comprendre et j'ai évidemment, alors à un moment donné, il y en a qui me disaient: «On est anti-vaccin». Mais moi, je suis pas anti-vaccin, j'ai eu des vaccins pendant 30 ans, mais j'ai jamais tué un chien avec un vaccin, quoi et si jamais j'en tue un, je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc nous, on est, voilà, on compte que sur nous-mêmes et c'est évident que quand un groupe d'animaux, par exemple un élevage de porcelets, un élevage de porcelets qui tout d'un coup attrape une maladie respiratoire, tous ensemble, on sait que c'est pas un virus, c'est pas possible. Il y a d'autres facteurs à regarder. Bon, on peut imaginer que c'est un virus, mais on doit aussi regarder la température, l'hygrométrie, tous les facteurs environnementaux et nous, on a ça comme réflexe de toujours analyser les autres causes possibles. Donc pour moi, quand j'ai entendu qu'il y a un EHPAD qui a attrapé le covid à 3 heures du matin, je peux pas me dire que c'est viral. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas possible. Un virus, ça passe d'une chambre à l'autre doucement et encore ça saute une et là, assez rapidement, j'ai trouvé des publications qui indiquaient clairement que les ondes électromagnétiques ont une action délétère sur, la biologie de toute espèce confondue, y compris l'homme et sont potentiellement responsables de signes en tout point comparables à ceux du covid. Donc on a pu effectivement se tromper, hein, vous voyez? S'il y a une antenne qui est à peu près d'un groupe de mammifères, donc là des humains dans un EHPAD ou une étable de vache laitière, parce que ça s'est produit. Une étable de vache laitière, il y a quelqu'un qui met une antenne trop près, il y a des tas de dysfonctionnements, des avortements, des pertes de production, ben, on sait que c'est l'antenne. Mais il y a eu des jugements, hein, où l'antenne a dû être démontée. Voilà. Bon ben là, en humaine, le parallèle, on appelle ça de la médecine, comparative, hein, ça se ressemble quand même. Voilà, moi je soigne des mammifères, ils sont à 4 pattes en général, mais ça il y a des points communs. Voilà, nous, en tant que véto, il y a des gens qui me disent: «Oh, vous êtes, c'est plus difficile, c'est pas plus difficile». Non, c'est différent, c'est complètement différent. Mais par contre, on est responsable de tout et on a la liberté totale de prescription. Alors ça, c'est peut-être la plus grosse différence. Moi, je fais ce que je veux. Si je veux donner l'ivermectine, je donne l'ivermectine. Il y a personne pour m'empêcher et personne va me donner d'ordre d'injecter ça. Si j'ai pas envie, j'injecte pas. Voilà. Ça vous donne le cadre et les raisons pour lesquelles j'ai travaillé jusqu'à comprendre qu'effectivement ces caillots sont pas des caillots qui Merci simplement beaucoup Thierry. C'est gentil aussi de nous avoir donné des nouvelles, de nous avoir parlé de Nextdose, hein. On va saluer Sébastien, Guillaume. Sébastien qui est assez mal en point en ce moment. Si tu as du nouveau, si tu veux nous en parler, n'hésite pas, mais on va bien penser à eux. Et surtout, je voudrais que tu nous mettes dans le chat privé et on mettra en dessous le lien pour la cagnotte pour Sébastien, parce qu'il a quand même beaucoup perdu, hein. Il a dû vendre sa maison puisqu'il ne s'était pas fait injecter et perte financière. Il a acheté un camping-car et un microscope dans lequel il a fait toutes ses découvertes qu'il nous a donné en lien avec Guillaume dans le bouquin que j'ai présenté tout à l'heure. Donc, si tu peux nous trouver le lien pour la cagnotte, je pense que ça ouais, leur fera beaucoup de bien d'accord. aussi. Merci pour tout ça. Avant de passer à l'appel mondial pour la souveraineté des peuples, je voudrais que Astrid nous de se présenter par rapport à ce que j'ai déjà dit et puis nous disent aussi c'est toi qui connais bien l'OMS, cette dérive actuelle ces dernières années, ça te surprend ou tu l'avais vu venir? Hem, bon, ben, oui, l'OMS, je connais bien, je connais depuis l'âge de 28 ans. J'ai fait mon master de sciences avec et j'ai jamais quitté ma collaboration avec eux et les gens se rendent pas compte, en fait, c'est comme un autre pays. C'est comme, si on rentre dans un club qui a qui est organisé avec leurs mots à eux, leur financement à eux, leur comportement de diplomate à eux et donc bon, moi, ça me plaisait puisque je suis, bilingue et que ma mère est norvégienne, donc j'ai toujours eu besoin d'être internationale. C'est encore aujourd'hui un must. Il faut être international, on fait partie du monde, on n'est pas des globalistes, mais voilà. Donc, moi, au début, je pensais que c'était super, c'était vraiment travailler avec l'humanité.
c'est vraiment un symbole d'humanité. C'était en principe pour la paix que ça a été construit. Après la première, la Société des Nations, puis après les Nations Unies et ensuite après l'OMS. Mais bon, alors depuis 20 ans jusqu'à maintenant, bah, j'ai eu plein de postes différents, payés comme consultante, plusieurs, ou même bénévole, parce que j'avais des positions qui les intéressaient comme expert. Et puis employé, le truc employé, mais vraiment pendant 3 ans, c'était sur le règlement sanitaire international. Je le répète parce que je crois que les gens ne se rendent pas compte des fois que quand je dis un truc, le texte est faux, le mot n'est pas ce mot-là, etc., c'est que je sais de quoi je parle parce que ils ont un langage bien particulier. Ceux qui ont commencé à s'intéresser à ce qui s'est en train de passer, donc deux choses fondamentales, c'était l'accord sur les pandémies qui était une dictature totale, et puis après l'amendement des RSI qui est venu après, de changer un livret de gestion de comment on fait des épidémies, comment on fait entre pays, comment est-ce qu'on collabore. Et donc là, jusque-là, ça, c'était en 2009. J'étais invitée pour la première réunion par l'Institut Mérieux, qui est aussi OMS à Annecy, qui ont un magnifique centre. D'ailleurs, c'est là-bas qu'on a enseigné les RSI aussi. Et donc, 2009, on rappelle, hein, c'est la période de la grippe A H1N1. oui, 2009, ouais. Ouais, c'est ça. Mais sur le RSI a été construit, le petit livret là, ce petit livret là, Règlement sanitaire international 2005. C'était après le SRAS-CoV-1 avec la directrice générale, première femme norvégienne, qui était détestée en Norvège. Elle était ministre de la Santé. Après, elle est venue diriger de main de fer l'OMS. Et c'est elle qui a enclenché ça, le SRAS-CoV-1, et aussi tout le développement durable et tout le concept depuis le sommet de la Terre, le Earth Summit, et tout ce qu'ils ont fait sur le changement climatique. Elle faisait partie. Moi, j'ai vu rétrospectivement ça. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait des choses déjà qui n'allaient pas. Mais surtout quand j'ai dû enseigner les RSI, d'abord, tu ne rentres pas dans l'OMS comme ça, il faut être sponsorisé par ton gouvernement, ou alors des personnes qui veulent travailler avec toi par les académies, comme j'ai fait pour les RSI, ou parce qu'ils étaient connus, alors après, ils veulent que tu viennes parce que tu fais jamais trop de bruit, tu es très diplomate, même si ils veulent que tu effaces un truc, que tu effaces le truc, voilà. Dans un rapport, par exemple, bon, je dis OK. Voilà. Mais avec les RSI, ce qui était spectaculaire quand même, c'était très, très bien au début. Donc, on a fait 3 ans, 3 batchs de pays qui ont fait 1 an en ligne. Et puis ensuite, on était à l'Institut Mérieux d'Annecy, un château hein, avec des chambres et des salles de cours magnifiques, pour faire comment tu dis, les workshops de 2 à 3 semaines avec tous les groupes de différentes régions. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'à la fin, j'ai dit, bon, bah, il faudrait faire un livre d'enseignement parce que ça ne peut pas rester comme ça. On a tout un matériel, on peut trouver le financement. Et là, on aurait dû, en fait, nous, être renouvelés. Donc, on était 3 universités. Genève, c'était moi, l'Université de Genève, faculté de médecine, Georgetown pour les droits. Les droits humains, c'est moi qui l'avais parce que les droits humains aux États-Unis, c'est pas la même chose qu'en Europe. Et donc, moi, je m'occupais des exercices de cas avec le respect des droits humains, le droit du voyageur, le droit de dire non, etc. Bon, tous les droits de la santé. Et puis, la troisième, c'était Pretoria qui s'occupait de la surveillance. Ils sont très connus en santé publique de la surveillance. Et donc, déjà là, il y a eu un premier refus de. Et je me disais, mais comment pas. Alors là, on aurait dû être renouvelé. C'était une équipe qui marchait. Et tout à coup, on nous a envoyé une lettre en disant, donc en 2013-14, en 14, on aurait dû être renouvelé pour 5 ans. Et on nous a dit, le Japon s'est retiré et ne nous finance pas, alors que c'est une priorité de l'OMS. Et donc, je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Pourquoi moi, je connaissais Isabelle Nuttall, c'était la médecin qui était française, qui était la mieux placée. Elle était toujours à côté du directeur général et tout ça. Et elle est restée longtemps à l'OMS. C'était une femme formidable, d'ailleurs. C'est une femme formidable. Et donc, elle me disait, je suis désolée, Astrid, on ne sait pas ce qui s'est passé. Enfin, elle le savait sûrement. Mais voilà, ça, c'était la première chose. C'est que le manuel d'enseignement, et nous, notre équipe s'est éclatée. Donc, on n'a pas eu le deuxième mandat de renouvellement. Où ils payaient l'université et moi en même temps. Donc,
Voilà. Mais après, moi, je l'ai enseigné, j'ai continué à l'enseigner à l'Université de Genève. J'ai fait des cours sur le master de santé publique, une semaine entière avec l'OMS, et puis l'école d'été. Alors là, c'était 3 semaines sur la santé globale et les droits humains. Ça a eu beaucoup de succès avec des écoles américaines, des étudiants de tous les pays. Mais après, j'ai été convoquée à l'OMS par Bruce Plotkin, qui est un consultant américain, qui était spécialisé en législation, donc il donnait des cours dans le cadre de nos cours. Hein, c'est pas moi qui donnais tous les cours, moi j'en donnais quelques-uns, mais j'invitais les experts du domaine, ils donnaient les cours, et moi je faisais les workshops et les travaux de groupe, et je suivais les étudiants adultes, les étudiants adultes. Et ben ils me convoquent, et il y avait quelqu'un d'autre, un Italien aussi, qui s'occupait des épidémies et de l'alerte aux épidémies, et puis il y avait une fille que j'avais invitée de Georgia, qui était très bien et qui était le point focal de l'OMS là-bas et qui donnait des cours aussi dans la Summer School. Ouais, on était les 4 à table, à l'OMS, au restaurant, ils ont un restaurant sympa. Et il me dit, Astrid, tu n'as pas le droit d'enseigner ça. Et je dis, mais enfin, le droit, les universités enseignent ce qu'elles veulent. Tu ne peux pas me dire ça, j'éclate de rire, quoi. Le rire, c'est très bien pour détourner un peu les attaques. Puis je me disais, mais qu'est-ce qu'il cherche à faire? Et donc, j'ai compris. En fait, il voulait vraiment, il voulait me dire, tu ne peux pas enseigner ça. C'était en 2015. Et maintenant, je comprends pourquoi. Parce qu'il ne fallait surtout pas que les pays sachent comment appliquer le RSI, le règlement sanitaire international, comment ils savent se défendre avec les droits, comment dire non à l'OMS, et ne pas. C'est un État membre, article 2 de la Constitution de l'OMS, c'est l'État membre qui appelle l'OMS s'il a besoin d'une expertise. Mais il n'y a pas un article qui dit que l'OMS peut décider unilatéralement. Par contre, dans les amendements qu'on a justement, là on en parlera, à rejeter, c'est marqué que l'OMS prend unilatéralement des décisions de déclarer des pandémies. Donc on savait avec H1N1 qu'on ne devait pas utiliser le mot pandémie, c'est paradoxal, hein, mais moi j'ai des informations de terrain, d'expérience en travaillant avec l'OMS, on ne pouvait pas utiliser le mot pandémie parce qu'un pays peut mettre en poursuite l'OMS pour dire que vous nous avez obligés à acheter du Tamiflu, et il y a un pays de l'Est qui l'a fait. Donc moi j'ai été invitée à créer des workshops pour l'OMS Europe au Danemark. C'est ONU City, ça s'appelle. Il y a des agences de l'ONU là-bas. Et donc, on discutait de ça avec des filles de l'OMS qui disaient non, on ne peut pas utiliser le mot pandémie parce que l'OMS va être dans un problème juridique international. Donc, pour moi, c'était classé. On ne peut pas déclarer une pandémie. Avant, il y avait 6 étapes avant de pouvoir essayer de penser qu'il y avait une épidémie qui, après, allait amener un maximum de pays qui ont des épidémies déclarées peuvent déclarer une pandémie. Voilà. Donc ça, c'est dans le domaine dont on parle. J'avais vu vraiment qu'il y avait une volonté de arrêter l'enseignement. Et je me suis posé des questions. Je ne savais pas que Gavi était derrière à l'époque parce que je savais qu'il était dans le coin en 2016. Il a voulu être considéré comme un pays parce qu'il finançait tellement l'OMS qu'il s'est imposé avec son financement qui a été une magouille de signer avec la Banque mondiale et l'OMS en 2005. Et il disait qu'il finançait, mais en fait, il s'est autofinancé tout le long. Donc, ça c'est des choses que je sais aujourd'hui, je peux vous expliquer, voilà, mais il y a eu plein d'autres trucs très bizarres. Il y avait celle qui a créé l'accord des pandémies, Ilona Kickbush, elle est partie de l'OMS. Quand moi je travaillais avec le département du vieillissement comme expert et on a créé un réseau, Ilona Kickbush était au-dessus et elle était chef de promotion de la santé et elle s'occupait déjà à l'époque des méga-cités. Donc les villes, il fallait rassembler les villes. Vous voyez, Smart Cities, voilà, maintenant je comprends. Mais à l'époque, je me disais, mais pourquoi quelqu'un devrait s'occuper des méga-cités Oui, parce qu'il y a les slums, il y avait toujours quelque chose. Donc en fait, il y a des gens très très bien à l'OMS, mais il y a des personnes qui étaient déjà en place et qui n'obéissent pas du tout, qui essaient toujours de louvoyer, mais par diplomatie, vous souriront et vous enverront un couteau dans le dos. Ça, c'est sûr, il y a des choses comme ça qui se passent partout, mais à l'OMS plus, parce que c'est une guerre politique aussi. Voilà. Bon, il y a sûrement des personnes très bien à l'OMS, puisque tu y étais. Il y a sûrement des gens très bien à l'OMS puisque tu y étais. Je voudrais qu'on écoute, je voudrais vous faire réagir là-dessus, une courte vidéo de moins de 5 minutes de Robert Kennedy Jr. Qui nous parle de
ce traité de pandémie de l'OMS. L'OMS, en fait, veut le pouvoir de nous confiner, de nous tracer, d'injecter, nous censurer sans vote, sans débat, sans urgence officielle. Puis je vous laisserai me dire après ce que vous en pensez si vous voulez réagir. Puis après, on parlera de l'appel mondial pour la souveraineté des peuples. Allons-y, on écoute Robert Kennedy Jr. Hello, everyone. This is your HHS Secretary, Robert F. Kennedy Jr. I want to speak to you today about a controversial issue that could directly impact you and your family during a global health emergency. Last year, the World Health Organization's governing body made some far-reaching amendments to its international health regulations, otherwise known as the IHR regulations. These regulations establish the legal framework that gives countries rights and responsibilities for managing public health events with global impact. The deadline to reject these amendments is next week, and we are rejecting them. So I'd like to explain to you why. The first reason is national sovereignty. Nations who accept the new regulations are signing over their power in health emergencies to an unelected international organization that could order lockdowns, travel restrictions, or any other measures it sees fit. In fact, it doesn't even need to declare an emergency. Potential public health risks are enough for it to initiate action. If we're going to give the WHO that much power, we should at least invite a thorough public debate, especially since the agreement is an official treaty and it bypasses the US Senate, which plays a key role in ensuring major international commitments receive proper democratic oversight. To make matters worse, the new regulations employ extremely broad language that gives the WHO unprecedented power. They require countries to establish systems of risk communication so that the WHO can implement unified public messaging globally. That opens the door to the kind of narrative management and propaganda and censorship that we saw during the COVID pandemic. We don't want to see that kind of system institutionalized even further. The agreement also contains provisions about global systems of health IDs, vaccine passports, and a centralized medical database. It lays the groundwork for global medical surveillance of every human being. Maybe if the WHO were an infallible authority, untainted by industry influence, we would consider accepting the new regulations. Unfortunately, the COVID pandemic demonstrated otherwise. During COVID, the WHO failed to enforce the international health regulations that were already in place for generations. China withheld critical information about the outbreak for at least a month and faced no real consequences or criticism from WHO. As the 2024 Congressional Oversight Report put it, the WHO was misinformed, denied access to China, and used as a cover for the Chinese Communist Party's reckless action. These and other atrocities make one thing clear: we must strengthen national and local autonomy to hold global organizations in check and to restore a real balance of power. Underneath all the bureaucratic language, what's at stake here is a vision for our future. Are we going to be subjects to a technocratic control system that uses health risks and pandemic preparedness as a Trojan horse to curtail basic democratic freedoms? Do we want a future where every person, every movement, every transaction, and every human body is under surveillance at all times? Now, I don't want to be too alarmist. The new regulations aren't in themselves medical totalitarianism. In fact, they were perhaps written with good intentions, but they are definitely a step in the wrong direction. That's why we're rejecting the amendments, not only on behalf of our own citizens, but the whole world. After all, America could simply ignore the WHO, but few other countries are as powerful as the United States. Even though many of these amendments are phrased to be non-binding, as a practical matter, it's hard for many countries to resist them, especially when they are dependent on the WHO funding and its partnerships. That's why we're taking leadership to stop an agreement that's bad for the entire world. I want to be clear that in rejecting these amendments, President Trump and I are not rejecting international cooperation. We can cooperate with other nations without jeopardizing our civil liberties, without undermining our Constitution, and without ceding away America's treasured sovereignty.
That's my commitment to you. That's President Trump's commitment to you. Thank you, and God bless you all, and God bless our country. Voilà, alors on voit que c'est un homme politique, hein, il prend aussi ses précautions en disant on n'est pas forcément contre, il faut renégocier, on ne ferme pas complètement la porte, peut-être qu'il y avait des bonnes intentions là-dedans. Noël Lapierre, j'aimerais bien te faire intervenir là-dessus. Les États-Unis ne sont pas le seul pays qui ont refusé ces accords, mais est-ce qu'il y a des bonnes intentions là-dedans ou est-ce que franchement il faut considérer d'emblée que nous avons affaire à des fous furieux? C'est difficile de dire, hein, aujourd'hui. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on a les cartes en main. On voit bien qu'il y a tout un système aujourd'hui qui a des gros problèmes et il y a beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de malveillance, beaucoup de création de psychose, des gens qui reprennent un peu de la psychose partout. Je crois qu'il est temps pour nous aujourd'hui de ramener les valeurs qu'on aimerait dans une société qui est soi-disant humaine. Si on ne met pas en avant l'humain, ça va être difficile de créer une nouvelle société. Je remercie en même temps toutes les personnes en 48 heures, dont Astrid, dont Éric Loridan, donc Thierry qui sont aussi là, juste tous les gens du CISDAJ, tous les gens qui ont 48 heures qui se sont mobilisés pour envoyer un texte sur 40 mails, sur 40 boîtes mails à l'OMS pour leur dire écoutez, je suis désolé si vous n'êtes pas capable de faire autre chose en tant que personne non élue, mais qui sont censés représenter les gouvernements, et les gouvernements nous représenter, c'est qu'à un moment donné, ils doivent passer la main. Ces gens-là, ils doivent faire autre chose. Parce que c'est extrêmement dangereux pour nous tous, pour la planète. La majorité des gens, ils aspirent à la paix. La majorité des gens, ils aspirent à la bienveillance. Mais quand on est confronté à des choses qui sont terribles, avec des enlèvements d'enfants, de problèmes dans les cités qu'on crée, qui ont été créés parce qu'il y a des trafics de toutes sortes, de blanchiment d'argent. Comment on peut arriver à régler si les parents, c'est ceux qui nous dirigent, n'ont pas des valeurs de respect? C'est impossible. Donc, si jamais j'ai l'occasion, je peux lire le texte qu'on a lu vendredi. Expliquez-moi aujourd'hui, dans les réseaux sociaux ou dans les médias libres, des personnes qui n'ont pas de mots de haine, comme moi, qui appellent à la paix en permanence, à l'union, à l'unité des populations et à l'unité des peuples, à l'unité des hommes et des femmes sur cette planète. Comment ça peut être possible que on soit freiné à ce niveau-là, ou des vidéos qui sont carrément supprimées? Là, je suis confronté à ça, donc je suis extrêmement freiné. Mais aujourd'hui, j'ai conscience d'une chose, c'est qu'on est en train de se donner les moyens. Aujourd'hui, puisque les médias mainstream, les médias des gouvernements, les médias officiels ou officieux ne nous donnent pas la parole, puisque aussi, même dans la résistance, et je remercie encore ADP TV de nous avoir donné la parole, mais on voit que même dans la résistance, en fait, ils empêchent les voix qui pourraient appeler à la paix, qui pourraient appeler à l'union, qui pourraient appeler à la coordination entre tous. En fait, ils empêchent toutes ces personnes-là de parler. Alors moi, je vous invite à vous poser les bonnes questions. C'est quoi votre but sur cette terre? Pourquoi est-ce que vous êtes revenus, la majorité d'entre vous, sur cette terre? Si c'est seulement pour vous enrichir personnellement, au détriment de ceux qui n'ont pas vos capacités, au détriment de ceux qui n'ont pas les capacités de se défendre eux-mêmes, au détriment de ceux qui n'ont pas les moyens financiers, au détriment de ceux qui n'ont pas une certaine forme d'intelligence qu'on pourrait dire des élites, des élus. Jusqu'à preuve du contraire, une élite ou un élu n'est pas quelqu'un qui est Dieu. Donc, à partir du moment où il n'est pas Dieu, il est comme tout un chacun d'entre nous. Et je pense que tous ces gens-là, ils devraient redescendre sur Terre. Parce que ce débat-là, on n'en sortira pas. Nous, on n'est plus en train d'attendre quelque chose ou de quelqu'un de particulier. On a compris que si les Français doivent se sauver, ça viendra de nous. Et en tout cas, si on doit avoir un avenir meilleur personnellement, ça viendra automatiquement de l'intérieur de nous. Alors que M. Kennedy ait eu ce discours-là, je trouve que c'est extrêmement important, extrêmement bien, mais c'est quelque chose qui est extérieur de la France. C'est à nous de faire les choses. Alors là, on a quelqu'un qui est suisse. Ce qu'a fait l'Alliance aujourd'hui,
Worldwide Freedom ou l'Alliance France Liberté, mais ne serait-ce que citer aussi tous les pays qui sont convergents. Et ça va un peu partout sur la planète maintenant, qui sont en train de rejoindre cette alliance-là. C'est qu'il y a une volonté aujourd'hui des populations, des peuples, de personnes, de s'élever et surtout de s'unir et surtout de mettre leurs compétences en commun, leur communication en commun. C'est ça qui est nouveau. On n'est peut-être pas des élus dans le système actuel qui est corrompu, mais en tout cas, on est libre. Aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de libre et je suis avant tout en paix avec moi-même. Alors, celui qui n'a rien à se reprocher, automatiquement, il doit être en paix avec lui-même. Automatiquement, il aspire à la bienveillance. Ces gens-là qui créent la psychose et tous ceux qui reprennent ces discours de psychose, de haine, de rancœur. Moi, j'ai vécu des choses terribles dans ma vie, des choses très dures. Vous croyez que je suis resté à ça? Vous croyez que je ne suis pas passé à autre chose? Aujourd'hui, on a les moyens. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est en train tout simplement de nous donner les moyens, de nous coordonner, de créer quelque chose en parallèle, un système en parallèle. Et ce système-là, il sera quoi? Il sera à l'image que nous, on a envie que ce soit. Et toutes les personnes qui regardent ces vidéos, ou qui vont me retrouver sur la chaîne Papillon 111, et bientôt vous entendrez parler de la chaîne Papillon 111 d'Alliance, une chaîne libre, de droit, de tout ce qu'on veut. Ça demande encore énormément de travail. Et puis demain, une chaîne, une web radio ou quelque chose comme ça. C'est nous qui avons les clés en main. Alors, vous comprenez bien que quand on comprend ça, on n'a plus envie de se battre contre ce système-là. On préfère les laisser se dépatouiller dans leur panade, dans leur mal-être, dans essayer de récupérer un peu de pouvoir et de s'accrocher à ça, parce qu'ils ont été élus, mais ils oublient qu'ils ont été élus. Ils sont que de passage sur cette terre. Et aujourd'hui, ils devraient prendre conscience, que ce soit les députés dans les assemblées, dans les constitutions, ces gens-là qui sont dans ces organismes-là ou au Sénat, il serait peut-être temps qu'ils réfléchissent, quoi. Qu'aujourd'hui, ils sont que de passage sur cette terre. Donc, on n'est qu'un grain de poussière. Mais en même temps, ces grains de poussière-là peuvent faire quelque chose de très, très puissant. On en est là aujourd'hui. On a compris que nous avions les clés en main de notre avenir et qu'on va se donner les moyens de le faire. Et la première des choses qu'on a fait, grâce à des personnes comme Astrid ou tous les gens du CSDAJ ou les personnes qui sont présentes là, c'est qu'on a compris où était le problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on coordonne? La première chose qu'on a fait, c'est mettre un veto sur ce que fait l'OMS. On n'est plus d'accord. On n'est plus d'accord. Et que vous soyez d'accord avec ce qu'on fait ou pas, on représente une force, on représente un contre-pouvoir. Et ça, aujourd'hui, c'est fini. Ils ne pourront plus reculer, ils sont assez dévoilés. Et c'est aujourd'hui le moment pour chacun d'entre vous de choisir votre camp. Ne vous plaignez pas, sauf si vous avez des choses très difficiles dans vos vies, mais ne vous plaignez pas de ce qui ne va plus si vous êtes aujourd'hui pas en train de rejoindre ce qu'on est en train de mettre en place. C'est à la portée de tout le monde. Allez tout simplement sur le site du CISDAJ et de copier les liens pour vous envoyer les 40 mails avec les adresses, qui sont toutes définies, d'envoyer la lettre type. Tout est figé, tout est mis en place. Vous n'avez plus rien à faire. Faites-le. Si vous le faites et vous le faites faire, vous avez repris aujourd'hui votre pouvoir. Vous n'êtes plus en train de quémander quand on parle de destitution, quand on parle mais destitution de quoi? Vous allez en enlever un, vous allez en remettre un autre dans un système corrompu. C'est pas possible. Donc, je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Moi, je vous remercie encore une fois. Noël, le lien pour la Confédération internationale des syndicats des droits de l'homme et de la justice passe en dessous, en bandeau, et vous avez tout de suite, dès que vous avez cliqué sur ce lien, un autre onglet, refus des amendements illégaux au RSI, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Alors, la CISDHJ a rédigé donc une lettre solennelle de refus qui est fondée sur les articles 3 et 53 de la Constitution et sur les principes de souveraineté populaire énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, la Déclaration de 1789, celle de 1793 et dans la Constitution française de 1958, donc c'est quand même pas rien. Et la CISDHJ est co-signataire de cet appel mondial pour la souveraineté des peuples. Il y a beaucoup de signataires, on peut en citer quelques-uns. Donc, Victimes Vaccin Covid-19, représenté ici par Thierry, le collectif de soignants, docteurs, infirmières, personnel soignant, le collectif VIAC 19, dirigé par Dominique Bodino, qu'on salue au passage,
et puis beaucoup d'autres liens nationaux et internationaux. Donc le MPAI7 que tu représentes, Noël, le Balance ta voix de Jean-Michel Dutoit. Il y a Astrid également, hein, le syndicat des droits de l'homme et de la justice. Est-ce qu'on peut revenir sur cet appel et dire ce qu'il contient clairement? Ensuite, on va proposer quand même à chacune des personnes de pouvoir le télécharger si vous n'êtes pas déjà en train de le faire, pour reprendre cette lettre type et puis l'envoyer. Et l'envoyer à qui d'ailleurs? À qui est directement adressée cette lettre, Noël, si tu peux nous le dire? Ils sont dessus, les adresses mail. Les 40 personnes, enfin les 40 personnes ou boîtes sont identifiées dessus. Donc en fait, tout est fait sur le site. Si vous allez sur ce site-là, vous avez tout. Vous allez avoir la lettre type, vous allez avoir le mail, comment on écrit le mail, comment vous tournez le mail, donc la lettre type à joindre, et vous avez les 40 adresses mail que vous pouvez faire en envoi un seul envoi groupé. Vous avez tout. Si vous allez sur le site, tout est expliqué de A à Z. Et la seule chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous n'êtes plus en train d'attendre un sauveur à l'extérieur. Peut-être que ce que font les États-Unis, c'est très bien, et moi, j'ai rien contre, et au contraire. Mais là, on a les moyens. On a tout sur le site du CISDAJ, on a tout. Il suffit que vous suiviez, si vous suivez lire, et en même temps, vous pouvez même envoyer des Anglais parce qu'ils sont en train de préparer, enfin, les gens qui parlent anglais, ils sont en train de préparer les textes en parallèle. J'ai eu la confirmation tout à l'heure en anglais. Donc, suivez. Vous avez un moyen à votre disposition. Merci, c'est très simple et très clair. On arrive même presque au terme de cette émission. Astrid et Thierry, si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. D'abord la parole à Astrid. Oui, moi je voulais réagir sur Kennedy, ce qu'il a dit. Alors il faut savoir que les États-Unis ont fait un ordre exécutif. Si vous le lisez vraiment bien, eh ben, vous voyez que de toute façon, ils ont déjà refusé d'ores et déjà, depuis janvier 2025, de faire partie de l'OMS et de suspendre toute négociation concernant soit le traité des épidémies de pandémie et les amendements du RSI qu'ils refusent catégoriquement déjà en janvier. Donc c'était un coup de com'. Et ils ont fait très bien cette histoire de com'. Hein. D'ailleurs, on retrouve dans le texte qu'on a fait, donc je veux juste dire que nous, avec Virginie, on a, donc bien sûr, j'ai aidé l'Alliance à faire les textes de Virginie base. de Arrojo-Requia. Mais Virginie, ouais, Maître Virginie de Arrojo-Recha, avec qui on avait déjà fait un texte l'année dernière pour contrer le traité ou accord, en fait, c'est l'accord des pandémies maintenant. Eh bien, on avait fait un texte d'une dizaine de pages, signé avec Rainer Fulmich, avec Dexter, qui faisait partie du grand jury, et 16 avocats du monde entier et juristes de toute l'Europe, du Mexique, de toute l'Amérique latine, Canada et USA. Et donc ça, tout le monde pouvait l'utiliser et signer, mais en respectant toujours la référence de base. Normalement, c'est comme ça quand on est éthique et qu'on connaît les règles éthiques. Et donc, on a utilisé ce texte en annexe et on a refait un autre texte où, en fait, Kennedy reprend certains paragraphes. En fait, on est tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Et donc, je peux vous dire ce qui va pas. En fait, c'est un texte, les amendements, qui est beaucoup plus souple. Ils ont moins montré la contrainte, mais en fait, comme il dit, c'est un cheval de Troie. Il y a beaucoup de choses qui, ad finem, vont donner le droit d'une autorité, d'une suprématie de l'information et de la désinformation. Donc, ils pourront décider unilatéralement de déclarer une urgence, mais aussi de donner les raisons. Donc, c'est en fait une dictature de l'information qui apparaît comme quelque chose d'incroyable sur les pays. Et ça, c'est un peu nouveau. Ils ont enlevé des choses, mais ils ont mis d'autres choses. Il y a aussi l'identité numérique. Alors ça, c'est global. Hein, ils y vont à fond la caisse. Donc, et ça, c'était... oui, il y a une chose aussi qui est importante, c'est les leçons du Covid. Et avec Virginie, moi, je lui ai dit, mais comment est-ce qu'on peut négocier juridiquement un texte quand ils nous ont menti depuis 5 ans en utilisant un texte qui allait très bien, le RSI 2005. C'est une gestion soft, les pays gardent leur souveraineté. Et donc, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut même voter sur quelque chose, sur un article ou quelques articles, alors qu'il faut rejeter toute l'organisation de l'OMS et tous les procédés et les raisons dans les
les argumentations et les décisions, le processus de décision qu'ils ont fait, et sur tous les points. Hein. Comment La tu potion diagnostiques gastrique une massive. maladie, hein? Comment tu diagnostiques une En maladie? attendant qu'Astrid revienne, peut-être que Thierry. Ah, je suis pas là. Oui. Si, ça y est, tu es revenu. Ah, moi je me Ah. voyais. Hein. Je me voyais, c'est bizarre. Bon, oui, en fait, c'est très important cette leçon de dire pourquoi est-ce qu'on pourrait même voter et même devoir rejeter un texte alors qu'ils ont fait tout faux depuis 5 ans. Ils ont fait une fraude scientifique massive, des droits de l'homme et violations des droits de l'homme massives, des droits économiques massifs, conflits d'intérêts massifs. Et est-ce qu'on ne peut pas faire une déclaration qui dit que vu qu'ils ont fait que des fraudes, que depuis 5 ans, rien n'est valable, même pas ce processus-là. Et c'est ce qu'on a fait aussi. On a argumenté aussi sur le rapport de Paul Flynn, que ceux qui connaissent de H1N1, je rappelle, le 7 juin 2010, numéro 12283, ce rapport dit qu'il y a tellement de conflits d'intérêts, mauvaise gestion et gouvernance, qu'il faut revoir toute la manière de faire des gestions d'épidémie / pandémie. Et donc, ce rapport a été très distribué, mais on n'est jamais revenu sur le fait de refaire et de réviser avant d'aller de l'avant sur un mensonge. On doit revenir à la base. Juridiquement, ça se tient. Donc, voilà, ça, c'est un truc assez nouveau. Ensuite, on a le corps sous surveillance, il a mentionné, c'est vraiment important. Il a vraiment parlé d'un truc qui est personnel, c'est que tout va être sur surveillance, c'est déjà avec les drones qui se promènent, avec des gens qui ont une RFID dans leur sang quand ils se sont fait vacciner, s'ils ne prennent pas du glutathion, du NAC et du zinc, ça ne désactive pas. Hein. Donc, ils peuvent savoir ce qui se passe avec votre corps. Et je soupçonne que Sébastien a peut-être eu, comme on en a parlé, un vaccin qu'il a peut-être, pas récent, hein, mais dans son passé, qu'il y a des autres puces RFID dans les gens qui leur permettent de les guider. Voilà. Et ce que j'ai bien aimé, ce qu'il a dit, c'est que c'est pas seulement l'Amérique qui doit dire non, mais c'est le monde entier. Et donc, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'avec le mouvement franco-italien, espagnol et mondial, c'est ce qu'il a dit, c'est le monde entier qui est impliqué d'en dire non à l'OMS. Et c'est ce qu'on est en train de construire, même avec cette émission que j'apprécie vraiment. Et aussi, ce qu'il a dit qui est important, bon, il a parlé de la Chine, c'était un petit peu le truc politique, parce que c'est Fauci qui a déclaré quand même le lockdown aux États-Unis, mais on dit qu'il a reçu un email de la Chine. Moi, j'ai lu l'email, je crois que c'est le email 1233, j'ai même dans ma tête, où il dit « Lockdown de America now ». Donc, mettez à terre l'Amérique maintenant, comment on dit lockdown en français, confinement. Confinement sur tous les niveaux. Et bon, et il dit que en fait, de rejeter le RSI, ça ne veut pas dire qu'il rejette la coopération internationale. Et ça, politiquement, c'est vraiment important. C'est un message fort pour dire qu'on est là, mais là, on ne peut pas continuer avec l'OMS. Et vous savez peut-être pas, mais le CDC est partout à l'OMS. Moi, quand j'y étais, nous, il y en a même un qui enseignait d'ailleurs à Santé publique avec nous et qui me disait, nous, le CDC, on vient en militaire, on venait traiter des épidémies en habit militaire au début. Donc, il faut savoir que l'Amérique est très, très, très impliquée dans tout ce qui s'est passé quand même. L'État profond était vraiment là. Donc, on est bien. Et nous, on a, avec Virginie, donc on a fait un appel vraiment à convoquer des discussions d'urgence, à écrire et soumettre des notifications officielles de réserve et de rejet surtout, mais pas seulement des RSI, de l'OMS, de l'ONU. Et je rappelle que Trump et son équipe ont dit l'ONU, il faut le démanteler. Mais ils n'ont pas dit qu'ils sont contre la coopération. Donc, on voit qu'ils ont un plan de coopération internationale, mais différent. Et je pense qu'il faut être là au taquet, justement, pour être avec eux. Voilà, et donc la coopération internationale, là avec Virginie, on a dit qu'il ne s'agit pas d'un rejet de la coopération internationale en matière de santé, on se demande s'ils n'ont pas lu notre texte de santé, mais plutôt d'une défense vitale de la souveraineté nationale, du droit à la vie, des procédures légales, du contrôle parlementaire et de la responsabilité démocratique fondamentale. Et voilà, et on rejette toutes les personnes non élues au niveau international.
et qui ne représentent absolument pas le peuple. Et ça, c'est une chose qu'on n'a jamais en santé publique donné notre compétence à une organisation internationale et même à notre gouvernement qui n'est pas compétent dans des affaires de santé publique, et ni clinique d'ailleurs, et médicale. Donc voilà, on a fait un beau texte, on va le poster aussi, il est sur le site de Virginie Honest, onest.com, je pense, ou .fr, je ne sais pas. Donc nous, on l'a envoyé au secrétaire général de l'ONU, à Tedros, le directeur général de l'OMS, à l'ambassadeur de la mission permanente auprès de l'ONU, à l'OMS et à l'ONU, qui est à Genève, donc le français, et moi j'ai envoyé à l'ambassadeur suisse, de la mission permanente suisse. Voilà, on a fait ça, et puis on peut l'envoyer partout maintenant. On nous a dit on en a parlé qu'il faudrait l'envoyer aux médias. Donc merci, vous êtes les premiers à faire une émission qui produit. J'ai participé à des choses un peu américaines et australiennes pour l'instant. Mais voilà, je pense que c'est un très bon exercice qui va ramener tout le monde ensemble. Je suis assez enthousiaste. Je vais Merci prendre la beaucoup. parole Je vais soumettre une cette minute. Je vais proposition prendre la parole d'émission une minute pour également à d'autres Oui, médias. désolé. Je vais te laisser la parole, Thierry. Je voudrais soumettre juste, cette proposition d'émission à d'autres médias parce qu'il faut que ce type de lettre du refus de dictat de l'OMS soit beaucoup plus médiatisé encore que ne le fait notre modeste chaîne TVADP. Merci beaucoup, Astrid. Je pense que c'est important de dire et de rappeler que concernant notre souveraineté nationale en matière de santé, on n'a pas à la déléguer à des gens qui ne sont pas élus. Déjà, on n'a pas à la déléguer à des gens qui sont élus. Notre souveraineté reste notre souveraineté, notamment en matière de santé. Et ça, c'est principalement le médecin qui parle. Et il est hors de question de laisser décider des gens qui ne sont pas élus, comme Ursula von der Leyen, comme Tedros Adhanom Ghebreyesus, ou d'autres encore. Et même ceux qui sont élus, on ne leur laissera pas les coups des franches s'ils décident d'attenter à notre propre santé. Ça doit être du non et du non négociable. Thierry? Oui, je vais en conclusion juste vous donner un point concernant les victimes qui souffrent aujourd'hui, et il y en a beaucoup de ces injections qui ont fait la preuve de leur, disons, mal faite, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, quand il y a une coopération internationale et qui donne des résultats, c'est important là que je vous en fasse part, parce que visiblement, il y a des centaines de milliers de patients qui ont commencé à prendre de la NAC augmentée, qui repose sur un travail italien, qui a voyagé au Japon. Donc, il y a un espoir thérapeutique qui n'est pas négligeable pour contrer les effets de cette injection ratée, mal faite, mal conçue, etc. Mais aussi, je vais m'adresser à ceux qui pensent, parce que quand on s'occupe des victimes, on croise des gens qui se disent: «Ah ben, c'est pas de chance, hein, c'est tombé sur elle, mais moi ça va. Moi, j'ai tiré le bon numéro ou j'ai tiré un placebo ou». Alors, il faut que tout le monde comprenne qu'on est bien tous sur la même planète et que les retombées des chemtrails, les pollutions diverses en produits, phytosanitaires, il y a des facteurs qui nous concernent tous. La contamination de la chaîne alimentaire, elle est avérée. Nous, on voit, par exemple, il y a quelqu'un, Maria Chrysler, qui a identifié du silicone dans le sang, dans la sueur, dans l'urine d'êtres humains. On ne parle pas de vaccins là, on parle de produits très dangereux qui modifient la biologie en général, pas que des humains. Par exemple, j'ai une photo d'un sang d'écureuil sauvage américain où il y a du graphène. Voilà, c'est tout à fait logique. On va retrouver des retombées de métaux lourds dans l'eau de pluie, donc dans toute la chaîne alimentaire. Donc ceux qui croient s'en être bien sortis en ayant tiré le bon numéro se trompent. Il faut absolument qu'on soit très efficace sur le diagnostic des pathologies qui sont en cours ou qui vont se développer, parce que là, on va potentiellement avoir une catastrophe sanitaire majeure si on se trompe. On n'a pas le droit de se tromper et il faut être vigilant dans l'intérêt de tous, des enfants. Donc pour moi, il est évident qu'on doit regarder toutes les injections, tous les vaccins, parce que s'il y a eu des polluants, des choses dans ce vaccin-là, ben, pourquoi pas dans les autres? Et les métaux lourds, on les retrouve partout, dans les cailloux
que j'ai pu voir analyser, parce qu'il y a quelques analyses qui ont été faites. Donc il y a des métaux lourds dans ces caillots et il y en a partout et j'ai un ami qui a des polymères, donc une espèce de plastique dans ses urines. C'est du concret, c'est grave et ça n'est pas lié aux injections. Il n'y a pas que ça. Donc je lance une alerte. Ne croyez pas, voyez, ceux qui sont en forme, ne croyez pas que vous en êtes sortis. Il faut être vigilant au quotidien et faire passer tous les messages positifs parce qu'il y a des espoirs thérapeutiques. Moi, je travaille sur le DMSO, c'est une molécule remarquable qui a des dizaines de milliers de publications et en véto, on la connaît. Moi, j'en prends parce que j'ai mal, c'est un remarquable antidouleur. Donc le DMSO est un porteur d'espoir thérapeutique majeur parce que c'est un chélateur de métaux lourds et que les métaux lourds sont impliqués dans toutes les pathologies chroniques, cancer, maladies dégénératives, maladies auto-immunes. On est tous farcis de métaux lourds. À bon entendeur, salut. Et évidemment, la lutte contre les chemtrails fait partie du combat général. Voilà ce que je peux vous dire en conclusion. Merci Thierry. Et dans la mesure où maintenant tu es sorti de ton anonymat médiatique, je pense qu'on pourra refaire ensemble d'autres émissions. Je voudrais, avant qu'on quitte, qu'on rentre l'antenne, que vous précisiez bien tous les trois que vous n'avez aucune tendance suicidaire. Parce qu'en ce moment, c'est la mode. Je voudrais que vous le rappeliez ici, à moins que ce soit le cas, hein, dites-moi tout de suite, mais l'un comme l'autre, dites-moi si vous avez l'intention d'attenter à vos jours. Astrid. Ah bah, non, non, alors vraiment jamais, jamais eu. Je suis pas quelqu'un qui fait des dépressions et jamais. Et je suis même une combattante de l'euthanasie active chez les personnes âgées depuis longtemps. Donc je trouve que c'est scandaleux de l'euthanasie et ce qui se passe parce qu'on n'a pas vu les conséquences d'un suicide organisé sur les générations futures. Donc je le dis depuis longtemps que ça a des effets transgénérationnels. Ne vous supprimez pas parce que ça a un effet sur la prochaine génération qui se dit au même âge, mais peut-être moi je devrais faire la même chose. Et donc, ouais, voilà, ouais, je vais loin, hein, mais c'est des décisions qui sont prises sans aucun raisonnement éthique, mais impact culturel. Et c'est ce qu'ils veulent. En France, par exemple, ça a passé. Je crois qu'en Italie, ils ont entériné la loi. C'était une catastrophe, ça. Non, pas du tout. Alors moi, jamais, jamais. J'en profite. Hein. Les anciens, continuez de vivre. Vous êtes notre mémoire et c'est important qu'on puisse vous entendre. Dans les pays africains, les vieux, on les honore. On ne les met pas dans des maisons de retraite, on ne les met pas dans des mouroirs. Exact. Et moi, j'ai écrit un article scientifique là-dessus. Vous pouvez taper mon nom avec des Africains sur l'importance des grands-parents dans les familles. Et c'est un des chevals de bataille. Vous avez une mémoire, tout ce que vous dites a un impact sur les enfants et les petits-enfants. Vous êtes une mémoire, un modèle, la vraie histoire de la famille. Et il ne faut pas oublier, pas la généalogie de 1, 2, 3 for me, là, ils veulent connaître votre passé par Internet, non. Mais gardez les photos, faites à vos petits-enfants à quel point c'est important, qui est la grand-mère, le grand-père, pourquoi les choses se sont passées, et tout devient, c'est beaucoup plus de sagesse. On a besoin de la sagesse des anciens. Voilà. Thierry, quand tu te déplaces, tu prends un hôtel au rez-de-chaussée ou au 8e étage? Ah ben ça, en tout cas, en France, jamais à l'étage. Premier, ça va, je peux sauter. Le premier étage, ça ira très bien. Et oui, non, je suis en pleine forme et aucune tendance suicidaire. Et en véto, quand j'ai pris ma retraite, tout d'un coup, j'ai réalisé au bout de quelques mois que j'avais plus pratiqué d'euthanasie et que ce poids incroyable m'avait libéré. Donc si je peux m'élever, c'est en partie grâce à ça. Et là, je vous assure que ça, c'est ce qu'il y a, il y a rien de plus terrible. Et s'occuper de ses anciens. J'ai un ami algérien, Ali, qui travaille sur le dioxyde de chlore, qui est remarquable. Et il m'a appris, en Algérie, si vous mettez votre parent dans un EHPAD, c'est la prison, hein. C'est juste pas possible. Au Japon, quand vous dans votre CV, c'est bien indiqué. Oui, il y a je m'occupe de mon père ou de ma mère, enfin, c'est évident. Donc nous, on est dans une société décadente et l'avenir est à construire. Et Noël, fait partie de l'avenir et on voit plein de jeunes, moi je vois des choses brillantes se produire chez des agros, chez des paysans. On voit que l'avenir, il va être différent, hein. Ça, on est à un tournant et c'est assez enthousiasmant de voir cette énergie
chez des jeunes, ça me motive. Merci. Noël, le mot de la fin? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous qui sommes ici et dans ceux qui nous regardent, on a compris qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de nous qui était beaucoup plus puissant qu'on ne pouvait imaginer. Donc, vous comprenez bien qu'on ne s'amuserait pas à faire des choses comme ça, puisque nous avons tous un rôle majeur, peu importe d'où on vient, peu importe de qui on est, même si on a l'impression des fois qu'être seulement un grain de sable. Mais imaginez bien que ne serait-ce qu'une goutte d'eau peut faire déborder un immense bassin. Donc, on a tous un rôle majeur. Donc, j'ai pas du tout ces tendances-là. Je vais pas utiliser le mot parce que je crois en d'autres choses et qu'aujourd'hui, on a toute la vie devant nous pour essayer de construire le bien et pas de participer à un système qui est coulé. Non seulement il coule, mais il est coulé. Donc, nous, on préfère créer quelque chose d'autre. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission. Je rappelle le livre de Sébastien et Guillaume, hein, Covid-19, il date déjà, mais tout y est sur leur découverte et c'est important de se le procurer. Sur leur site, vous allez pouvoir trouver un lien pour les aider. Ils ont encore une cagnotte en ligne. Deux autres livres, celui de Jackie Cassou et Patrick Pazin. Jackie Cassou est aussi chroniqueuse sur TVADP et elle avait invité Patrick pour faire une émission là-dessus. Tout y est sur l'OMS, c'est bien sourcé. Et puis un autre livre de quelqu'un qui a beaucoup travaillé aussi sur l'OMS et qui avait beaucoup dévoilé de choses, c'est Chloé Framery. Son bouquin vient de sortir également. N'hésitez pas à vous le procurer. Je vais Merci à seulement vous. relire le lien qu'a partagé Eric Montana, qui est important. J'ai vu qu'il passait en dessous, mais en fait, celui-là, il est un peu plus compliqué à retenir. C'est tout simplement cisjustice.com/refus-du-6 des-du-6 amendements au pluriel, -du-6 illégaux, -du-6 o, -du-6 r6/. Donc, vous voyez que c'est compliqué à le partager. C'est plus simple d'aller sur le site, mais merci Eric Montana de l'avoir mis en bande déroulante juste en dessous. Et tout Voilà, le on travail. remettra aussi dans les premiers commentaires et dans les présentations des replays pour pouvoir très vite s'y retrouver, hein. Et n'hésitez pas à télécharger cette lettre et puis à la diffuser aux 40 destinataires. Merci à vous. N'hésitez pas à diffuser cette émission. Merci à chacun également pour vos remarques sur le chat privé. Ça nous fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas à lancer cette émission autour de vous, à toutes les personnes que vous connaissez. Si vous envoyez à 10 personnes, eh ben, vous imaginez déjà le relais que ça peut avoir de façon importante. Et franchement, ça l'est. Comme disait Noël tout à l'heure, on ne fait pas ça pour nos beaux yeux. Et on a vraiment le sentiment, je l'ai en tout cas, je pense que vous l'avez aussi, que c'est une mission qui nous échappe un peu, qui est au-dessus de notre propre petite personne. Donc, aucune envie suicidaire, une bonne santé parfaite et bien l'intention d'aller jusqu'au bout de ce qu'on est capable de faire. Merci à vous, que ce soit du non et du non négociable sur ce que l'OMS et ses instances supranationales décident de faire du pauvre bétail que nous sommes. Au revoir.